À toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau en direct de l'usine digitale. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet pour savoir comment créer un environnement de travail hybride, simple et sécurisé. 3 mots, hybride, simple et sécurité, résument à eux seuls la problématique de toutes nos entreprises depuis que le télétravail a pris pleinement sa place dans nos organisations. Nous allons devoir définir comment répondre à cette exigence où ce travail réinventé nécessite d'être à la pointe de ce qui se fait de mieux en matière d'outils IT. Avec une contrainte forte et non négociable, la sécurité. Ces derniers mois, nous avons vu à quel point nos entreprises étaient devenues encore plus vulnérables qu'elles ne l'étaient déjà auparavant. Mais pas que. L'enjeu, c'est aussi celui de la digitalisation des salariés, dits en première ligne, les oubliés de l'informatisation qui, dorénavant, sont les premiers concernés par le digital. Google, HP et InMac WStore proposent une solution puissante et originale pour répondre à ces nouveaux enjeux en y intégrant la sécurité comme la simplicité d'administration zéro touch. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Laurent Jacquet. Bonjour. Alors vous êtes l'un des spécialistes Chrome Enterprise, alors Chrome Entreprise chez Google. En un mot, vous êtes un évangélisateur, non ? Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, ma mission, effectivement, chez Google, c'est d'accompagner les entreprises et les organisations publiques dans l'évaluation et l'adoption des Chromebooks. On va en reparler par la suite. Marc Botorel, vous êtes consultant Chromebook pour HP France et référent national cybersécurité, je ne vais pas me tromper, de la CPME. Comme on va le voir, Marc, avec cette casquette de référent, vous apportez ce midi des chiffres éclairants. Alors, c'est quoi la première source de piratage du moment au sein de nos PME ? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Et la première source, ça reste ce que l'on appelle pique-nique, enfin ce que les agents de la DGSE appellent le pique-nique. Problem in share, not in computer. C'est toujours entre la chaise et le clavier que la faille est la plus importante. D'accord. Et c'est souvent les mails compromis, les incitations à aller sur des sites qui sont falsifiés. Donc finalement, toute la partie attaque au travers des endpoints, des PC, des workstations, de l'utilisateur. Donc le problème, c'est nous quatre. Kevin Duhamel, vous êtes technicien de déploiement, expert zéro touch chez InMac WStore. Alors vous êtes quand même en première ligne avec nos entreprises. Exactement. C'est nous qui faisons la préparation et le support aussi aux entreprises. Donc on est pas mal sollicités. D'accord. Alors ce webinar, alors j'aime pas les mots entre webinar et webinaire, on va choisir comme ça. On va essayer de répondre à 5 interrogations. Alors on va essayer de définir ce qu'est ce travail hybride. Et vu que cette révolution accompagne aussi les projets de transformation digitale, on ne peut pas y couper. On va voir ensuite si Google... Chrome OS est désormais un environnement de travail crédible. C'est la question centrale que se pose bon nombre de nos auditeurs. Dans un troisième temps, on va essayer de parler de Chromebooks. Voilà, les Chromebooks. Est-ce que ce sont de véritables outils de travail ou de simples moyens d'accès à des outils déportés sur Internet ? Telle pourrait être aussi la question. Dans un quatrième temps, nous aborderons la problématique du déploiement et de maintenance prédictive. Nous évoquerons les vertus du zéro touch. Dans un cinquième temps, on ne peut pas passer à côté. On va parler sécurité rapidement, mais autres points de vigilance essentiels pour ce travail hybride. Enfin, on terminera par l'évocation de la responsabilité sociale de l'entreprise, un sujet désormais incontournable dès lors où l'on parle de renouvellement d'un parc informatique. Alors, un petit rappel à l'attention de nos auditeurs. Donc, si vous souhaitez interagir tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas, vous avez donc un chat sur lequel vous allez pouvoir poser des questions et tout au long de ce webinaire, on va essayer de répondre à ces questions de manière très interactive. Donc on va commencer, si vous le voulez bien, par cette première question. Nous allons se poser comme préambule ce travail hybride. Alors est-ce que c'est juste du télétravail, un mode où le travail est partagé entre la maison et l'entreprise? Est-ce que c'est du travail nomade, Est-ce que c'est un mix entre ces deux-là ou est-ce que c'est carrément un autre sujet? Alors, Laurent Jacquet, je vais commencer par vous. Alors, éclairez-nous au juste sur cette question. Alors, pour Google, c'est quoi ce travail hybride au fond? Alors, effectivement, il y a différentes... Chacun voit sa définition. Je pense qu'on peut le résumer sur un axe très simple, qui est la capacité à travailler de n'importe où, n'importe quand et de manière sécurisée. Donc, le lieu de travail n'est plus un lieu physique,
c'est un environnement de travail. Et effectivement, ça va englober ce télétravail, ce travail à distance, en mobilité, de mon domicile, d'un café ou même pourquoi pas en famille quand on a un déplacement, mais sur lequel on va pouvoir travailler également. Et voilà, on pense qu'avec les Chromebooks, on est en mesure de proposer une solution qui soit simple à déployer, simple à sécuriser et simple à utiliser pour les collaborateurs. D'accord. Alors Laurent, pour travailler dans ce fameux mode hybride, il faut repenser quoi ? Alors c'est un changement, il y a une première dimension qui est technique. Il faut pouvoir mettre en place l'environnement de travail sécurisé dont on a parlé. Et pour cela, ce qu'on a observé, et je pense qu'avec HP et InMac, avec WSOR, on pourra en parler, mais un fort remplacement, par exemple, des postes de travail fixes en PC portable pour faciliter ce travail hybride. Il faut également repenser les architectures de sécurité et puis s'assurer que les applications sont adaptées pour fonctionner dans cet environnement très mobile. D'accord, mais c'est pas qu'un enjeu technique aussi. Ça, non. Vous le voyez sur le terrain en permanence. Tout à fait. Le travail hybride, il a pour objectif de faciliter le travail, de rendre les gens plus productifs et de répondre à une attente des collaborateurs. Donc c'est un enjeu d'organisation et un enjeu humain. Donc en termes d'organisation, ça veut dire repenser les processus. Et vous parliez au départ de la partie transformation digitale. Eh bien, cette travail hybride va fortement accélérer cette transformation digitale puisque les applications, les données doivent être accessibles de manière sécurisée, comme on l'a dit, mais de n'importe où, n'importe quand. Donc repenser le mode d'organisation. Je vais prendre un exemple simple qu'on voit, par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec des collectivités locales. Et il me remontait un exemple sur les parapheurs, sur lequel les élus ou les dirigeants des collectivités ont besoin de signer un nombre important de documents, et bien, qui se faisaient en papier pour beaucoup auparavant, et sur lequel beaucoup ont basculé sur le parapheur électronique pendant les confinements. Et donc, ça suppose de revoir le mode de validation, le mode de management, et beaucoup de dimensions organisationnelles. Sachant également que le point très important, c'est l'humain. C'est cette capacité à garder une culture d'entreprise, un contact humain, un support au plus près. L'humain, toujours l'humain. Alors, petite question personnelle, Laurent. Chez Google, la culture du travail hybride, c'est quelque chose de naturel ou pas ? Alors, naturel, d'un point de vue technique, oui, puisqu'en fait, toute l'infrastructure Google était déjà en place et qu'avant même que l'État français, par exemple, pour les équipes en France, ait déclaré les confinements, Google avait décidé de protéger ses salariés et de mettre en place le télétravail. Donc, d'un point de vue technique, oui, tout est en place. D'un point de vue culture, le challenge est important. Google a une culture d'innovation et cette innovation, elle se fait beaucoup par les échanges au sein des équipes, entre les équipes. On rencontre à la machine à café des gens venant de différents horizons, des développeurs, des techniciens, des marketeurs, des juristes. Et beaucoup d'innovation se fait dans ce genre d'échange. Ça bouillonne et ça innove. Et quand on est à distance, il faut garder ce lien. Et donc pour Google, c'est un enjeu qui actuellement est en cours de test pour pouvoir garder cette innovation par le contact, mais en permettant un travail hybride. Alors on ne demandera pas si on déploie aussi des machines à café en parallèle. Marc Botorel, quand on parle de travail en mode hybride, ça vous fait d'abord penser à quoi ? Alors je vais juste compléter un peu le propos de Laurent. Nous, le télétravail chez HP, ça fait fort longtemps, puisque j'étais à la signature du premier accord de télétravail, puis le deuxième depuis plus de 40 ans. On est habitué à travailler à autoriser les employés au télétravail, bien évidemment les commerciaux en premier lieu, puisqu'ils sont sur le terrain chez les clients. Ils sont nomades. Voilà, sont des nomades. Donc ça existe depuis fort longtemps chez HP et c'est pas une nouveauté. Bon, c'est vrai que HP est un peu plus ancien que Google en termes de société. Je voulais rajouter aussi un autre commentaire qui là vient des statistiques de la CPME. On a fait des sondages auprès des adhérents, notamment le dernier au mois de juin de cette année. Et parmi les répondants, on a une statistique de 70% des TPE-PME qui vont conserver le mode de télétravail pour les années à venir, parce qu'ils y ont trouvé un intérêt, donc pour les fonctions qui y sont adaptées, bien évidemment, au moins 2 jours par semaine. Donc c'est une tendance qui a été déclenchée par la crise, mais qui est maintenant va perdurer, entre guillemets. Qui va perdurer. Alors justement, il faut penser à quoi aujourd'hui pour arriver à déployer correctement ce fameux télétravail ?
Je crois que Laurent l'a bien résumé tout à l'heure. Il y a une première composante qui est cette composante humaine. On l'a vu d'ailleurs sur des précédentes transformations digitales d'entreprise, qui là s'est fait un peu à marche forcée du fait de cette crise. C'est que si c'est pas une approche top-down qui vient du management, qui implique les employés, il y a à peu près, et ce sont les statistiques des faiseurs du marché comme IDC, il y a à peu près un projet sur 2 qui n'arrive pas à bout parce que les employés n'ont pas été impliqués dans le projet. Donc ça, c'est une composante extrêmement importante. Mais comme l'a dit Laurent, ça veut dire potentiellement repenser les flux d'informations, les flux de collaboration entre les employés, puisque bien évidemment, ils ne sont plus sur un site unique, ils sont dispatchés entre qui chez eux en télétravail, qui sur le terrain pour aller voir les clients en mobilité, qui encore au siège. Voilà. Donc c'est vraiment repenser les flux, repenser la façon de travailler, de façon à être le plus optimal possible avec cette nouvelle façon de travailler collaborative, avec ces nouveaux outils. Et valoriser l'humain. Justement, Kevin Duhamel, c'est très personnel comme question. Est-ce que pour vous, l'outil de travail avec lequel vous travaillez au quotidien, est-ce le signe que votre entreprise vous fait progresser? Est-ce que vous avez le sentiment, même autour de vous, que les gens se sentent valorisés au travers des outils utilisés? Ah oui, totalement, parce que déjà, la mise en place du télétravail, c'était une chose que quand même beaucoup de monde attendait. Et en plus, le fait de pouvoir travailler à la maison comme au bureau, les gens ils se sentent totalement à l'aise avec ça. Puis avec les nouveaux outils qui nous permettent de le faire, c'est qu'un gain bénéfique, quoi. Voilà, gain magnifique et c'est essentiel. Vous voyez, on parle beaucoup d'humain ce matin. Alors, Laurent Jacquet, on l'a évoqué en préambule, ce mode hybride, c'est aussi un enjeu pour celles et ceux qui sont concernés par la transformation digitale de leur entreprise et qui pourtant ne sont pas équipés. Alors, est-ce qu'on a des chiffres sur cette réalité des salariés, de ces travailleurs qui sont mal équipés ou qui restent justement à équiper ? Alors, on voit fréquemment effectivement des chiffres qui tournent autour de la fameuse règle des 80-20. Et là, on a une double règle en question, puisqu'en fait, ce qu'on constate, c'est que en termes d'équipement informatique, au niveau des PME par exemple, on a souvent 80% du budget d'équipement qui va aller à 20% des cadres et 80% de l'effectif qui est sur le terrain, dans les usines, dans les agences, dans les magasins, qui eux ne vont bénéficier que de 20% de ce budget d'équipement. Donc on voit une différence très forte et encore une fois, pour digitaliser les processus, pour changer les métiers avec le digital, il faut pousser cet équipement. Et on pense qu'avec les Chromebooks, on a une équation technico-économique qui va permettre, avec un budget tout à fait adapté, de pouvoir pousser ce digital, y compris sur des populations qu'on appelle nous les frontline workers, les gens sur le terrain, pour pousser ce digital avec un poste adapté aux besoins, y compris dans les sites distants et dans des sites parfois un peu hostiles, dans lesquels il va y avoir aucun support informatique et donc sur lesquels ça doit marcher tout le temps pour ces populations sur le terrain. Marc Botorel, comment est-ce qu'on fait pour éviter un échec de déploiement aujourd'hui ou pour repenser ces fameux flux d'informations, être justement opérationnel sur le terrain ? Il faut déjà les devices qui vont bien. On a parlé d'environnement et Laurent reviendra sur le sujet. Il faut aussi une offre qui corresponde aux besoins. On parlait de mobilité, on parlera peut-être des gammes HP un petit peu plus tard, mais puisque dans les 3 piliers de développement de produits chez HP sont la sécurité, la mobilité et le design. Mais quand on parle de design, d'abord il y a l'aspect design lui-même de l'objet, mais le design inclut également l'expérience utilisateur. Par exemple, on a repensé spécifiquement pour l'environnement Chrome OS un clavier spécifique. On a des écrans plutôt en 4 tiers qui s'adaptent plus au monde Internet. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour éviter l'échec, c'est la partie expertise et accompagnement de InMac, l'accompagnement des équipes sur l'utilisation, la mise en œuvre bien évidemment des solutions avec les Chromebooks et l'environnement Chrome OS Enterprise, mais l'accompagnement des utilisateurs sur ces nouveaux modes de travail. Ça, c'est la pièce fondamentale en termes d'expertise et d'accompagnement. Voilà, et c'est peut-être ça aussi l'intérêt d'un OS comme Google Chrome, et on va justement l'évoquer maintenant dans notre deuxième partie. Alors, on parle toujours, alors c'est vrai que ça jargonne beaucoup entre informaticiens, on-premise, les trucs online. Est-ce que c'est encore un débat pour des petites et moyennes entreprises qui doivent d'abord et avant tout être compétitives, parce que c'est ça l'enjeu, et offrir un cadre de travail, on l'a évoqué, simple, souple et réellement collaboratif. Alors Laurent Jacquet, on vient de l'évoquer, l'une des attentes des salariés en entreprise porte sur cette consumérisation, ça c'est assez important de l'IT. Alors pourquoi ? Oui, je ne pose pas 5 fois la question pourquoi, mais pourquoi ? Effectivement, si on regarde un peu l'informatique est un domaine qui est relativement récent, mais qui quand même a un peu maintenant d'historique. Et quand on regarde il y a 20 ans au moins, l'innovation numérique venait des entreprises.
et puis se diffusaient au niveau du grand public et des consommateurs. Depuis 10 ans, cette tendance s'est inversée. C'est plutôt côté grand public que l'on voit des innovations à un rythme effréné au niveau des terminaux et des applications. Et donc, ce qu'on appelle cette consumérisation, ça vient de là. Et moi, en tant que consommateur, je suis habitué chez moi à avoir une box Internet, un PC que j'ai choisi, un smartphone également qui va être extrêmement puissant. Et je m'attends à retrouver ce même environnement au niveau de l'entreprise. Et les entreprises, avec leurs contraintes, et leur infrastructure, ce qu'on appelle le legacy, ont du mal à répondre à ces attentes. Et là aussi, on peut apporter des solutions pour répondre aux attentes avec un terminal qui va être extrêmement moderne, efficace, rapide à utiliser, tout en intégrant les contraintes de sécurité et d'applicatifs de l'entreprise. Côté TPE, PME, c'est pas tout à fait la même histoire. Hein. C'est pas une histoire de faire plaisir à l'utilisateur. C'est aussi une histoire de coût d'acquisition, d'utilisation et surtout de compétences internes. Tout à fait. C'est un point qui est extrêmement important. Il y a la partie budgétaire et la partie expertise. Donc là encore, argent et humain. On revient toujours à l'humain. Et donc c'est également un point qu'on baptise souvent sous un terme de cloud, qui est cette capacité finalement à se reposer sur des solutions qui vont être beaucoup plus simples à gérer, car déportant et mutualisant les ressources informatiques complexes. Donc ça répond à cet enjeu de ressources, d'expertise parfois limitées au niveau des PME, mais également un moyen de s'affranchir de beaucoup de tâches internes qui étaient invisibles pour la performance des collaborateurs. Marc Botorel, de ce côté-là, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, si. Je voulais rajouter justement la partie expertise, je voulais revenir là-dessus, puisque alors, il y a deux éléments dans ce qu'a dit Laurent, et on a parlé de consumérisation. Ceci étant, dans les gammes HP, on a une gamme très large aujourd'hui de Chromebook, mais c'est surtout, on a on va dire des roadmaps, j'aime pas le mot en anglais, mais des feuilles de route en tout cas de produits sur les gammes entreprises qui sont de longue durée. Parce qu'on sait aussi que les entreprises ne veulent pas changer de modèle tous les 3 ou 4 mois comme on a dans le monde du consumer, dans le monde du personnel. Donc on a des Chromebooks comme ceux que j'ai autour qui sont prévus pour être dans la gamme pendant 2-3 ans et donc donner une unicité du pack chez le client. Une continuité, une stabilité. Le deuxième point, c'est que qui aujourd'hui n'a pas un compte Gmail perso et utilise déjà du Workspace à titre personnel. Donc l'expérience utilisateur à titre personnel est tout à fait transférable de manière, en tout cas une grande partie d'entre elles, sur du Chrome OS Enterprise. Donc l'étape, on va dire, de passer du mode utilisateur personnel sur son environnement Gmail sur un environnement Chrome OS Enterprise, la marche est pas aussi haute que sur d'autres environnements. D'accord, mais au sein des entreprises, on parle toujours d'architecture IT un peu vieillissante. Est-ce que c'est vraiment adapté? Est-ce que c'est ça aussi l'un des enjeux? Pour moi, c'est adapté dans le sens où, même si c'est un environnement Chrome OS, aujourd'hui, et c'est ce que je fais avec le mien, j'ai la capacité d'accéder à des environnements, alors on va dire un gros mot dans ce cadre de cette table ronde de Microsoft, d'Office 365. Je sais accéder au travers d'accès à distance à des applications dites legacy sur un serveur d'entreprise. Donc ça veut dire également que dans une phase de transition vers du Chrome OS, on n'est pas obligé de révolutionner l'ensemble de l'infrastructure. Les TPE-PME ont souvent en local leur GESCOM ou leur CRM, un logiciel métier, et il est tout à fait accessible au travers d'un Chromebook. Donc ça ne change pas grand-chose en réalité. On a un terminal d'accès sur des applications dites legacy qui fonctionnent tout aussi bien qu'un autre environnement. Laurent Jacquet, l'OS, l'operating system, le système d'exploitation au fond, est-ce que c'est encore un débat en 2021 ? Alors, en tout cas, on peut en grande partie s'en affranchir. Je vais prendre un exemple. Sur un Chromebook, évidemment, on va se connecter à un navigateur. Et ce navigateur, c'est Chrome, qui est très largement déployé, qui est connu par beaucoup de personnes, effectivement, pour se connecter à Internet. Eh bien, l'idée, c'est de reprendre cette expérience-là pour pouvoir accéder à mes applications professionnelles et à mes données. Et donc, ce qu'on voit, c'est un navigateur. Et donc, on va simplifier l'expérience utilisateur en termes d'usage au quotidien. D'accord. Alors, je rajouterai une petite couche quand même qui me semble super importante pour les utilisateurs. C'est qu'à contrario d'autres environnements, une fois encore, on va toujours les citer, on a, en fin de compte, 2 versions de système d'exploitation sur la machine. On a la version courante, en cours d'utilisation,
et quelque part en tâche de fond la version suivante avec les correctifs. Ce qui fait qu'au redémarrage de la machine, la nouvelle version équipée des correctifs démarre automatiquement. On n'est plus obligé d'attendre les mises à jour du système qui durent parfois très longtemps, pour faire simple. Donc Laurent, simplicité, modernité, voilà, agilité, là c'est côté utilisateur, et côté équipe IT, parce que c'est quand même assez essentiel. Alors ça modifie effectivement beaucoup d'habitudes. Parce que y a un existant et donc il faut inclure ces nouvelles technologies. C'est quand même des choses assez innovantes. Et pour ça, les équipes IT, effectivement, ont un bénéfice également très direct avec cette plateforme de Chrome OS et de Chromebook. Alors je vais prendre quelques exemples. On est avec les Chromebooks sur des modes de déploiement, par exemple, qu'on appelle Zero Touch, qui est la capacité à envoyer directement sur site des matériels. La personne n'a plus qu'à ouvrir le carton, à se connecter au réseau, et la machine va automatiquement se configurer. Et donc, une charge de déploiement qui va être extrêmement réduite pour les équipes IT, et qui peut être mise en place et mis en service par les équipes d'InMac, par exemple. Et puis, on constate également, sur ce type de plateforme, une réduction très importante du nombre de tickets d'incidents. C'est une plateforme qui va fonctionner tout le temps. Marc le citait, par exemple, les mises à jour se font en tâche de fond, de manière transparente pour les utilisateurs et pour l'équipe IT. Ça va en permanence fonctionner. Et donc, alors, chez Google, qui est une entreprise comme les autres, eh bien, on utilise des postes. Les collaborateurs sont libres de choisir les postes qu'ils veulent. Il y a donc des postes des Mac, des PC Windows ou des Chromebooks. Et sur cette population de PC Chromebook, comparée aux postes Windows, par exemple, on observe une division par 5. On a 5 fois moins de tickets d'incident sur un Chromebook que sur une autre plateforme. Mais ça, c'est chez Google. Alors, Kevin Duhamel, vous intervenez directement chez des vrais clients. Donc, je n'ai pas dit que ce n'était pas des vrais clients Google. Est-ce que vous constatez justement ces temps d'intervention réduits auprès de l'ensemble des professionnels de l'IT qui, justement, accompagnent, comme vous, ce déploiement ? Oui, totalement. Parce que, alors, moi, je suis plus avec les équipes IT chez les clients, en général. Et j'ai beaucoup moins de questions au niveau de la gestion en fait, des Chromebooks, etc. Parce que déjà, de 1, c'est hyper intuitif, vu que c'est géré par une console. Et de 2, c'est, comme on dit, c'est des mises à jour en tâche de fond. Donc, il n'y a pas de... C'est transparent vraiment pour et l'équipe IT et le client. Et du coup, lui, il n'a pas de manipulation à faire sur le PC. Ça évite de se déplacer au bureau à chaque fois pour faire... Donc ça, on va revenir dessus. Mais en tout cas, là, le côté des gains observés, là, ils sont bien réels. Alors, Laurent Jacquin, on va revenir vers vous, parce que comment évolue cette question moi, qui me chagrine toujours un petit peu, client lourd, client léger, vous savez, il y a une espèce d'opposition permanente. Alors, le point sur l'existant, on va revenir dans quelques instants, mais il faut voir que la question de la bascule logicielle, elle est assez centrale à chaque fois. Alors, on est effectivement dans une transformation numérique qui va notamment se traduire par une bascule des applications vers le cloud. Et donc, les entreprises sont de plus en plus consommatrices de ressources applicatives en ligne, en mode cloud, et sur lequel le mode d'accès naturel, c'est via le web. Via un navigateur. Et ça tombe bien, le Chromebook facilite ce type d'accès. Donc on a un accès naturel qui va se développer dans le temps sur cet aspect cloud. Et pour les applications qui n'évolueraient pas au même rythme et qui nécessiteraient l'utilisation de ce qu'on appelle un client lourd. Un client lourd, c'est une application, un logiciel qui va être installé en dur sur le poste. Eh bien, pour répondre à ces cas de figure, on va accéder aux applications en mode virtualisé, donc à distance, pour pouvoir l'utiliser sur un Chromebook. Donc dans les deux cas de figure, on a les solutions pour répondre à des besoins d'accès aux applications en ligne ou aux accès aux applications en mode client lourd. D'accord, la question avec Chrome OS, c'est donc une question de cas d'usage aussi. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui constaté des usages. Alors, qu'est-ce qui est le plus adapté pour ces environnements de travail ? Alors effectivement, on rentre par des cas d'usage avec nos clients, et donc on va répondre à des cas d'usage, par exemple de personnel très mobile sur le terrain, qui ont besoin d'aller sur le terrain chez les clients, de revenir au bureau. Et donc là, on est en plein dans le travail hybride, dont on a parlé au départ, très très mobile. Ça, c'est un premier cas d'usage. On a également beaucoup de cas d'usage justement de gens sur le terrain, qui dans une usine de production, sur un centre logistique par exemple, vont avoir besoin
besoin de postes partagés. Un poste partagé, c'est quoi? C'est un poste sur lequel une personne va venir travailler, se connecter avec son compte, pouvoir retrouver son environnement, interagir avec le système d'information, et quand elle a fini sa tâche, elle se déconnecte, les données sont effacées, et le suivant prend la main. Donc c'est vraiment des exemples sur le terrain. Et puis on a également, dans le domaine de la santé par exemple, des cas d'usage qui vont être pour le personnel de santé qui a besoin de consulter très fréquemment des dossiers patients par exemple, et par un simple badge, je me connecte sur le poste, je vais accéder à mes données, je rebadge, je me déconnecte et les données sont protégées. Marc Botorel, d'autres exemples de cas d'usage? Non, Laurent a très bien décrit, mais est-ce que je voulais revenir sur certains points? On a vu notamment dans le cadre de la mise en confinement, et notamment le premier, des entreprises qui ont été obligées en mode panique, quelque part, de se mettre en télétravail très rapidement. Et on a vu des déploiements autour des environnements Chrome OS de plusieurs milliers de Chromebooks en l'espace de moins d'une semaine. Donc on a vraiment une efficacité de déploiement. Ce que je voulais rajouter par rapport au point qu'on a évoqué tout à l'heure sur le Zero Touch, donc bien évidemment les Chromebooks HP sont Zero Touch. Ce qu'on a oublié de préciser, c'est qu'on peut faire des images différenciées en fonction des populations. Donc l'IT a tout à fait la possibilité de déployer des images différentes pour le marketing, la vente, le technique, etc. Donc ça c'est une première chose, c'est pas une image unifiée. On va y revenir. Hein. D'accord. Et le deuxième point que je voulais rajouter, puisqu'on a parlé de la console de gestion, en tout cas nos amis d'InMac ont parlé de cette console qui était très simplifiée, et je peux que confirmer par rapport à d'autres consoles du marché. Et nous, on a rajouté chez HP une couche supplémentaire qui s'intègre tout à fait dans la gestion de l'environnement, qui est la gestion du matériel elle-même. Donc l'utilisateur, enfin l'IT manager, va pouvoir gérer son environnement logiciel, le déploiement des différents packages suivant les populations, mais également il va pouvoir surveiller l'état matériel de la machine, l'état le disque dur, le processeur, la mémoire, la batterie, etc. Donc on a vraiment en train de dévoiler une partie justement sur le déploiement. Oui, mais on a parlé de la console, donc j'ai rebondi sur la chose. Mais là, on va essayer de répondre à une question de l'un de nos internautes, voilà, qui essaie qui pose une question toute bête, parce qu'a priori, ça pose. Pas de question bête. Il n'y a jamais de question bête. Est-ce qu'on peut utiliser un Chromebook hors connexion Internet? Parce qu'a priori, on se dit que sans Internet, voilà, il n'y a pas de solution qui fonctionne sur ce type de matériel. Je vais répondre. Oui, c'est pas un client léger, et c'était un point que je voulais, sur lequel je voulais revenir, puisqu'à un moment donné où on a fait de la centralisation, des accès avec des clients légers sur des ressources centralisées, comme on le fait dans un call center par exemple, où là, quand vous n'avez plus d'Internet, vous n'avez plus d'amis, vous n'avez plus rien, vous ne pouvez rien faire avec votre client léger. Là, à contrario, on peut travailler en mode déconnecté. Par exemple, typiquement sur ma messagerie, je peux lire mes messages, créer des messages. Dès que je vais me reconnecter sur le réseau, bien évidemment, les échanges et les synchronisations vont se faire. Mais ce n'est pas juste un device qui permet d'accéder à Internet. C'est une vraie machine de travail en mode déconnecté. Une vraie machine de travail. Maintenant, on va parler Chromebook, justement, donc de véritables machines de travail. Alors, connectivité, nomadisme, puissance, autonomie, total cost of ownership, comme on dit, le coût de possession. Alors, quels sont les points clés d'un Chromebook adapté au contexte des petites et moyennes entreprises? C'est maintenant. Marc Botorel, alors, pour répondre à cette question, un Chromebook, pour faire simple, là j'y vais comme ça, Franco, c'est vraiment un PC? D'un point de vue conceptuel, oui, puisqu'on a un écran, un clavier, un processeur, un disque dur. C'est le système d'exploitation qui change en réalité. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a adapté aussi nos gammes à l'environnement Chrome. Donc, notamment, on va trouver des écrans, pas nécessairement en 16/9, mais en 4 tiers également, qui vont s'adapter aux pages Internet qu'on a traditionnellement. On a un clavier qui a été repensé également pour les usages qu'on peut avoir au travers de Chrome et des applications. Mais pour autant, ça reste, on va dire, oui, un PC quelque part. En tout cas, pour l'utilisateur, on retrouve les éléments extérieurs. Vous le voyez bien sur les deux exemples que j'ai ici. Un 640, un 14 pouces, un 10-30, un 13 pouces. On a ce qu'on trouve sur un PC. Par contre, dès qu'on l'allume, bien évidemment, on est sur cet environnement Chrome OS Enterprise. Donc, qui s'apparente plus pour les utilisateurs d'Android à un environnement Android. Voilà. D'accord. Donc c'est parce qu'on a même accès au store Android, d'ailleurs. Donc c'est un outil de travail. Alors, pourquoi vos PC sous Chrome OS sont-ils mieux armés pour travailler en mode hybride? Mieux armés que quoi? Que d'autres. Ah, voilà, que d'autres. Et oui, c'était la question. On n'a pas prononcé le mot, vous voyez. Non, absolument. Bien parce qu'on l'a pensé, et on a travaillé avec Google sur le sujet, et surtout on les a pensés pour utilisation professionnelle. Et quand je dis utilisation professionnelle, ça va être aussi bien les tests militaires qui sont passés par l'ensemble des gammes chez HP, comme les EliteBook et les ProBook, donc en termes de robustesse, puisque là on est en mode hybride, on l'a dit depuis le début, donc on va se trimballer à l'extérieur
l'intérieur, on sait qu'il va être amené peut-être à avoir des chocs, etc. Donc, on a fait en sorte qu'il puisse travailler dans les environnements, alors pas durcis, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on n'est pas là nécessairement pour travailler dans des environnements durcis, des abattoirs, etc. Mais dans un mode hybride, on a conçu des machines qui sont solides, résistantes, qui sont prévues justement pour être le baroudeur de la route ou le commercial de la route, comme disait Laurent, je ne sais plus quel terme il employait tout à l'heure. Donc ça, c'est la première chose. On a des garanties étendues, bien évidemment, sur les machines. On a des machines qui sont recyclables, ça aussi, on reparlera de l'aspect RSE tout à l'heure, je pense, hein, dans le sujet. Mais on les a vraiment pensés pour un usage professionnel. Et même dans les, comment dirais-je, dans les gammes que l'on a pour l'éducation, on les a pensés aussi professionnels dans le sens où on sait que les élèves sont assez peu soigneux avec le matériel qui leur est prêté par l'éducation. Et donc on a voulu des machines qui soient là aussi résistantes, solides à des manipulations par des petites mains innocentes. Vous voyez ? Donc des PC pensés pour le mode hybride, mais est-ce que... Et le dernier point que je voudrais rajouter, c'est qu'ils sont tous équipés avec Chrome OS Enterprise, le système d'exploitation, et avec une licence perpétuelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de mise à jour, de rachat de licence au fur et à mesure de l'évolution de Chrome OS. C'est déjà embarqué dans la machine. Donc toutes les évolutions vont suivre. Il suffit de déclarer son device avec son environnement Chrome OS Enterprise déjà embarqué, et on est parti pour des années de travail. D'accord. Laurent Jacquet, quelque chose à rajouter? Alors, on n'a pas parlé de l'aspect frugalité de l'OS, parce que c'est peut-être aussi un sujet qui peut rassurer nos... Je me tiens une semaine avec la batterie chargée, c'est simple, pour faire simple sur ma machine. Alors, effectivement, la partie frugalité est un sujet qui est en train de croître, mais je préférerais faire un focus sur un sujet plus sécurité. J'étais encore ce matin avec une équipe IT, on préparait un point annuel avec le DSI d'un grand groupe du GAC 40, et alors côté grande entreprise, ce qu'ils nous disent, et je pense que c'est pareil pour la partie PME, c'est en tout cas ce que me remontent mes clients, c'est vraiment le sujet prioritaire, c'est la partie sécurité. Il y a eu effectivement des incidents de sécurité très graves pendant les différents confinements, et ce sujet est maintenant sur le haut de la pile, au niveau des responsables informatiques et au niveau des directions des entreprises. Et donc ça, là-dessus, on a effectivement avec Chrome OS une proposition qui est très forte, puisque, alors je vais prendre deux éléments très simples. Le Chrome OS, comme on l'a dit au départ, a été développé pour fonctionner dès l'origine, il y a plus de 10 ans maintenant, dans un monde Internet, pour se connecter à Internet, pour accéder aux données, aux applications. Donc le Chrome OS va embarquer tous les éléments nécessaires de sécurité, donc en termes de technologie et en termes de process. Donc je vais prendre quelques exemples, mais par exemple sur un Chromebook, vous avez, comme le disait Marc, des mises à jour qui vont se faire très fréquemment, de manière complètement transparente pour l'utilisateur et l'équipe IT. Et transparente, ça veut dire qu'on n'interrompt pas la session de travail de l'utilisateur pendant plusieurs heures. Le soir, vous éteignez votre Chromebook avec la mise à jour qui était téléchargée, et le lendemain, elle a été installée en quelques secondes quand vous redémarrez votre poste, et de manière complètement invisible. Exactement. Donc voilà, et en termes de sécurité, Google est plutôt une référence avec des équipes extrêmement expertes dans le domaine. Les Chromebooks embarque depuis la conception, il y a maintenant plus de 10 ans, une puce de sécurité qui va crypter et protéger les données qui sont sur l'appareil. Donc ouais, on est sur un ensemble d'éléments qui font qu'on a ce qu'on appelle une sécurité by design, à savoir qu'elle est embarquée sur un Chromebook. Et d'ailleurs, aussi au passage, ça permet d'éviter d'avoir à rajouter des éléments comme un antivirus, par exemple. Vous n'avez pas besoin d'antivirus sur un Chromebook. La protection vis-à-vis Internet est faite par Google. Et donc, ça permet aussi d'éviter des coûts induits pour l'achat de licences, de déploiement et de maintenance, par exemple, d'antivirus. D'accord. Et la puissance requise pour ça. Justement, Marc, cet aspect, on parle de ce poids de l'existant là qui pèse depuis des années. On n'a pas dit le mot Windows, puisque je vais quand même le prononcer, le jeter comme ça, sur la table. Alors, donc, nos entreprises aujourd'hui, elles travaillent avec un héritage logiciel. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas tout d'un coup dire Internet, Chrome OS, Enterprise, c'est fantastique. Il faut tenir compte de ce poids de l'existant. Absolument. Je vais répondre à votre question, mais je vais compléter le propos de Laurent, puisqu'il a amené de l'eau à mon moulin, et puis au moulin d'Inmac aussi. Je vous ai dit tout à l'heure que les trois piliers de développement de produits chez HP, de solutions chez HP, étaient la sécurité, la mobilité et le design. Dans les autres environnements, Windows, qu'on a évoqué tout à l'heure, HP aujourd'hui a une offre très forte de cybersécurité embarquée dans les postes qui s'appelle HP Wolf.
Mais pour ce qui est des Chromebooks, on s'appuie bien évidemment sur les mécanismes de sécurité. Et nous, on rajoute les couches supplémentaires. Vous voyez, par exemple, sur cette machine, je ne sais pas si on le voit sur la caméra, on a rajouté notre filtre interactif de confidentialité, puisque la DGSE vous dira que le piratage visuel est la source d'exfiltration de données de 80% de données. Et si quelqu'un est à côté de vous dans le train, dans un hall d'aéroport ou dans un hôtel, c'est parfois et souvent pas par hasard. Donc on a rajouté cette technologie de filtre de confidentialité intégré, qu'on peut peut-être voir ici, s'il est activé ou désactivé. Voilà, là j'ai activé, je ne vois plus et là on voit plus rien, et là on voit mon écran, et là on voit plus mon écran. On a rajouté également notre technologie de lecteur d'empreintes digitales, où la donnée est uniquement conservée au niveau du lecteur, donc il n'y a pas de transmission de données. Donc c'est des éléments de sécurité qu'on a voulu rajouter là aussi, dans le cadre de l'entreprise, au-dessus des éléments de sécurité déjà existants au travers de l'offre de Google. Donc on l'a compris, la sécurité, c'est quelque chose important qui a été pris en compte du début jusqu'à la fin sur la machine, et y compris sur le système et son déploiement. Mais si, pour revenir à votre question, c'est ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Le poids de l'existant, bien évidemment, il est là. On a parlé de système legacy, donc d'applications métiers utilisées par les TPE, PME. Et comme je l'ai dit, soit les applications. D'abord, la première chose, c'est qu'on a quand même un mouvement de fond assez important des éditeurs qui maintenant mettent à disposition leur logiciel en mode SaaS. Donc qui convient tout à fait aux environnements Chrome OS, puisque par défaut, en tout cas l'environnement privilégié pour accéder aux applications sur Internet d'une part, mais d'autre part, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a aussi des pièces logicielles sur les Chrome OS Enterprise, comme les accès à distance dont on parlait, sans dire de gros mots, de parler d'accès RDS, Remote Desktop, qui permettent malgré tout, au travers du Chrome OS, du Chromebook, d'accéder aux applications de la TPE-PME qui seraient hébergées on-premise, un nouveau mot, donc à l'intérieur de l'infrastructure de l'entreprise au travers de ces accès à distance. Donc ça ne remet pas en cause fondamentalement l'environnement existant du client aujourd'hui. Ça peut peut-être lui permettre par contre d'avoir une étape intermédiaire avant d'évoluer justement vers ces versions logicielles disponibles en mode SaaS. D'accord. Peut-être aussi, il y a des craintes du côté de la perte des usages et puis des vieilles habitudes utilisateurs. Mais là, on va essayer d'aller plus profondément justement sur cet aspect. On l'a évoqué, c'est sur ce déploiement zéro touch. C'est l'enjeu de cette quatrième partie. Alors, Kevin Duhamel, est-ce qu'on peut définir ce qu'est le déploiement zéro touch? Alors ça a été déjà abordé, mais alors si je comprends bien, on n'accède pas du tout au poste de travail avant de les déployer. C'est ça la force de ce dispositif? C'est exactement ça. En fait, on passe les Chromebooks ou autres ne passent pas par notre atelier. Ils sont livrés directement. Par exemple, je prends l'exemple du Covid qu'on a eu là ces temps-ci. Les PC étaient directement livrés chez l'utilisateur, prêts à être utilisés, il n'avait plus qu'à le déballer et nous on ne touchait pas du tout au PC. On faisait tout à distance via cette fameuse console d'administration avec l'aide de l'équipe IT de chez le client qui nous disait exactement ce qu'il voulait mettre dessus, etc. On l'épaulait et l'utilisateur n'avait plus qu'à allumer son Chromebook, se connecter et puis ça fonctionnait, il n'avait plus qu'à travailler. D'accord. Alors pour arriver à convaincre un petit peu ces personnes qui peuvent être un peu réticentes quand vous leur racontez cette histoire, hein, vous déballez pas la machine, vous y accédez à distance, est-ce que vous êtes obligé de réaliser des POC, c'est-à-dire des exemples déployés concrètement sur le terrain? Oui, alors on ne fait même pas forcément sur le terrain, notamment là du coup par rapport au Covid, on le faisait à distance, mais on leur montrait, on leur fournissait un Chromebook. On faisait un déploiement test et eux, ils voyaient par eux-mêmes en fait que ça fonctionnait effectivement très bien, que les applications qu'ils souhaitaient descendaient bien sur le Chromebook, qu'ils avaient accès à leur outil de travail sans problème directement dès le départ. Une fois qu'on avait fait ce POC-là et qu'ils nous faisaient confiance, et ben on déployait en masse pour leur entreprise. Alors concrètement, quand vous déployez par exemple 300 postes de travail sur Chrome OS, ça se passe comment? Alors ça se passe comment? C'est que nous, on reçoit du coup tous les numéros de série des machines pour pouvoir les rentrer ensuite sur le portail Zero Touch. Une fois que c'est rentré sur le portail Zero Touch, on a. Ce sont des identifiants de sécurité, ça. C'est exactement, c'est le numéro de série ou enfin non, c'est que le numéro de série en général pour les Chromebooks en tout cas. Sinon, si vous avez des tablettes 4G, il y a le numéro IMEI. Mais tout se passe sur ce portail Zero Touch, donc on le déploie via un fichier Excel. Et ensuite, c'est envoyé sur leur console admin qui est propre au client via un nom de domaine, ce qu'on appelle. Et de là, on configure la console d'administration et on n'a plus qu'à cliquer sur déployer. Et tout se met sur la machine. D'accord. Et là, on peut définir tout l'environnement logiciel à distance, dont justement a parlé Marc. Oui, exactement. Tout ce qui est application, donc on peut mettre des applications via donc, le Google Play, on peut faire aussi des extensions Chrome OS, on peut mettre aussi des applications métiers via un fichier APK,
On peut vraiment tout déployer à distance directement sur cette console. Alors, c'est aussi une question de gestion de parc qui est simplifiée. Alors, comment est-ce qu'on fait pour, alors vous l'avez évoqué, essayer d'anticiper une panne? Est-ce qu'on a une réelle visibilité sur tout ce qui est consommé, utilisé par l'utilisateur à distance? Tout à fait. Alors, on a une réelle visibilité, oui, dans la limite de ce qu'on appelle la RGPD, bien sûr. Mais sur tout ce qui est matériel, oui, sur cette console d'administration, justement, on voit quel appareil n'a pas été mis à jour, s'il y a un problème au niveau du Chromebook, tout remonte sur cette fameuse console. D'accord. Donc ça, c'est une console sur laquelle on sait tout ce qui se passe. C'est ça. C'est exactement ça. Tous les PC sont centralisés sur cette console et on peut tout gérer à distance. Vraiment. D'accord. Laurent Jacquet, alors chez Google, vous recourez beaucoup à l'intelligence artificielle, on le voit sur tous vos devices, sur toute l'offre cloud qui est proposée. Est-ce que c'est utilisé justement pour faire de la maintenance prédictive? Parce que ça peut être un gain extraordinaire d'arriver un petit peu à anticiper justement les pannes à distance. Parce qu'on parle souvent du fameux TCO. Parce que acheter une machine, d'ailleurs, on va revenir après, s'il y a une question de nos auditeurs justement sur cet aspect tarifaire. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'assez essentiel, notamment d'arriver à prédire ces pannes? Alors, c'est effectivement utilisé pour la partie prédictive, mais c'est plus largement utilisé à toutes les étapes de la vie d'un produit. Donc, je vais prendre quelques exemples dans lesquels l'intelligence artificielle apporte vraiment une valeur très forte pour les entreprises. Par exemple, pour tout ce qui est pour gérer la sécurité, pour détecter des comportements qui seraient bizarres et pouvoir alerter l'entreprise qui pourra prendre des mesures. Donc ça, ce type de comportement en temps réel des utilisateurs, l'IA joue un rôle important. Autre exemple, tout à l'heure, je crois que Marc en a parlé, on a une gestion de l'énergie qui va être optimisée par des mécanismes effectivement d'intelligence artificielle, de manière à pouvoir avoir des durées d'utilisation qui vont dépasser les 10 à 12 heures suivant les modèles, sans avoir à recharger mon Chromebook. Donc on retrouve effectivement cette composante d'intelligence artificielle sur la maintenance, sur la sécurité et sur la gestion d'énergie. Alors, question justement de nos auditeurs, quand on parle un peu de tarifs, coûts à l'usage, eux nous disent visiblement, ils ont du mal à évaluer le coût réel de ce type de machine. Est-ce qu'on peut avoir une petite fourchette? Qu'est-ce qui va rassurer? Tout dépend bien évidemment le modèle qu'on va trouver dans la gamme, depuis les modèles, on va dire, entrée de gamme qu'on dévolue plutôt pour le monde de l'éducation, puisqu'on sait là aussi qu'on a des coques en plastique plutôt que des coques en aluminium recyclables, mais on a quand même des renforts à l'intérieur. On va dire que grosso modo, l'ensemble de la gamme va se situer entre l'entrée de gamme aux alentours de... Alors c'est très difficile aujourd'hui, puisque vous savez qu'on est en pénurie de matériel, que les coûts des matières premières augmentent phénoménalement, donc c'est assez difficile de vous donner une fourchette aujourd'hui qui sera toujours vraie d'ici 3-4 mois, mais on va dire que grosso modo sur les modèles, on va être entre 400 et pour les très haut de gamme, 1200 €. Voilà. D'accord. Alors, vous voulez compléter? Oui. Je pense que c'est un point important parce que on a effectivement par l'architecture des Chromebooks des matériels qui peuvent coûter moins cher que d'autres plateformes type PC Windows par exemple. Et ça, voilà, je pense que c'est un des atouts évidemment là-dessus. Mais ce qu'on constate également, c'est que les entreprises peuvent faire le choix de garder une partie de ce gain, mais également d'utiliser une partie de ce gain également pour fournir à leurs collaborateurs des PC, vous l'avez les exemples ici, qui ont un beau design, qui vont être légers, qui vont être extrêmement efficaces. Et ça, je crois que c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'entreprise, motiver ses collaborateurs par un poste numérique qui soit valorisant, et la gamme HP est là pour le montrer, c'est extrêmement important. On revient sur l'humain et sur la capacité des entreprises à attirer les talents. Et je pense qu'HP, là-dessus, joue un rôle important. Absolument. Alors, ça fait partie des 3 piliers qu'on évoquait tout à l'heure. Le design, c'est aussi bien l'expérience utilisateur que le bel objet, quelque part. Parce qu'aujourd'hui, 50% des actifs, ce sont la nouvelle génération, ce sont les millennials, et ils sont majoritairement en middle management, donc ils ont besoin aussi d'avoir une image apporter l'image de l'entreprise et l'image de l'objet. Alors, Marc Boterel, le temps tourne, on va dépasser les 45 minutes, mais c'est pas grave puisqu'on va prendre un peu de temps complémentaire parce que c'est quand même assez passionnant. Et puis on a cet aspect, donc
on l'a évoqué tout au long, je crois que c'est vraiment le fil conducteur, on voulait en faire une partie et on le voit, on l'a évoqué tout le temps, c'est l'obsession de la sécurité, vous l'avez rappelé, cette problématique de RGPD qui est prise en considération lors du déploiement, c'est des sujets qui fâchent aujourd'hui et qui sont assez essentiels. Et alors ce qu'on oublie souvent de dire, c'est cet aspect RSE, voilà, responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Alors, c'est quoi le sujet, Marc Botorel, justement pour HP, cette idée de RSE ? Alors d'une certaine manière, je vais rebondir sur ce que disait Laurent juste avant, et ça fait une très bonne introduction sur le sujet du RSE, c'est que, à contrario, là encore, d'autres environnements où on n'a pas un aspect legacy, ou en tout cas besoin de supporter des environnements qui datent d'il y a 20, 30, 40 ans, on est sur un monde nouveau et donc un environnement nouveau, même si Chrome OS n'est pas tout à fait nouveau. Mais ce dont je peux m'apercevoir sur ces machines, c'est que les évolutions de Chrome OS sont, on l'a dit tout à l'heure, en tâche de fond d'une version à l'autre, ou en tout cas d'un correctif à l'autre. Et ma croyance, c'est que sur un device qui est bien taillé à un moment donné, on n'est pas nécessairement sur des cycles de vie de 2-3 ans et obligé de changer de matériel parce que nouveau système d'exploitation, nouvelles contraintes, comme c'est le cas aujourd'hui avec les TPM2, les nouveaux chips de chiffrage. Et donc, on peut très bien imaginer, avec un environnement Chrome OS Enterprise, conserver ce même device 4, 5, 6 ans, pourquoi pas. Il sera toujours aussi fonctionnel, puisque majoritairement, on l'utilise comme un accès à des applications à distance. On peut toujours l'utiliser en client lourd, comme on l'a dit, mais l'objet, c'est quand même de travailler en collaboratif et à distance, en mode SaaS avec le cloud. Donc il y a très peu de consommation locale de puissance, si vous voulez. Donc là, ça participe aussi quelque part à la RSE, puisque j'ai un matériel, comme je l'ai dit. On va revenir sur les éléments. Ce qui n'est pas consommé sur la machine est quand même consommé ailleurs. Oui, il est consommé ailleurs, mais pour l'utilisateur, pour le client, son device, il va vraisemblablement pouvoir le conserver beaucoup plus longtemps que dans d'autres environnements où, force est de constater que tous les 2 ou 3 ans, eh bien, il est obligé de changer de matériel. Voilà. Je vais finir sur la partie RSE, puisque vous m'avez quand même interrogé là-dessus. Vous savez qu'HP est très impliqué en matière de recyclage et de durabilité. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Pour réduire les déchets, on a été les premiers à utiliser du plastique recyclé des océans pour fabriquer les coques d'ordinateurs. On utilise du matériel recyclé et recyclable pour minimiser l'empreinte écologique, notamment dans les emballages qu'on utilise pour envoyer le matériel chez les clients. Et l'ambition vraiment d'HP, c'est de transformer tout ça en une économie circulaire à faible émission de carbone, dont les clients font partie de ce cercle vertueux. Donc depuis la supply chain, la production, l'offre produits et de services, et on est toujours sur cet aspect minimiser l'impact sur la planète. Et d'ailleurs, HP a été récompensé par un certain nombre ou en tout cas distingué par CDP, par EcoVadis, a été nommé Most Responsible Company, compagnie responsable, éco-responsable par Newsweek. Donc on met vraiment beaucoup d'efforts sur cet aspect RSE chez HP. Kevin Duhamel, alors vous, je sais bien que vous ne les ouvrez pas, les machines, non. Mais en tout cas, voilà, pour vous, ça a la vie dure, c'est quelque chose qui rassure, c'est quelque chose sur lequel vous entendez parler aussi ? Je pense que ça rassure surtout dans le sens où il n'y a pas énormément d'étapes comment dire, au niveau du transport du matériel. C'est-à-dire que le transport part d'un entrepôt et il va directement chez le client final. Donc il ne passe pas par nous, il n'y a pas de risque de perte, il n'y a pas de risque de faire tomber le matériel ou autre. C'est vraiment... Ça rassure, parce que forcément, ça évite d'endommager le matériel, en fait, d'avoir des soucis de ce côté-là. Laurent Jacquet, alors je ne suis pas très étonné par tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en matière de RSE. Comment vous voyez la chose, vous, chez Google ? Alors c'est un sujet qui est extrêmement fort chez Google. Google a communiqué sur son objectif de carbone neutral depuis maintenant plusieurs années, a atteint des stats qui sont extrêmement intéressants, notamment au niveau de ses data centers, par exemple. Parce que ça consomme quand même. Ça consomme beaucoup, mais qui sont beaucoup plus efficaces qu'un data center qui va être plus petit dans une entreprise. Donc on a moyen d'apporter des solutions. Au niveau des Chromebooks, je voudrais mettre en avant deux exemples. Le poste de travail le plus écologique, c'est celui qu'on n'a pas acheté et qu'on ne va pas produire. Donc, les Chromebooks, via notamment la console de management, on peut complètement la configurer en poste partagé.
Et donc ça, au niveau par exemple des sites de production, des sites des agences et des magasins, eh bien, on peut avoir des postes qui vont très simplement être partagés entre différents collaborateurs en mode libre service ou en mode manager, peu importe, mais qui vont éviter d'avoir à multiplier les postes. Et donc, on facilite le déploiement du numérique au sein des sites distants, mais également, on le rend beaucoup plus frugal. Je vais prendre également un autre exemple qui est que, comme le Chrome OS, l'OS Chrome dont on parlait, est quelque chose qui est très dynamique et vraiment fait pour fonctionner en mode cloud, on peut l'installer, y compris sur des postes existants qui ont déjà été produits en entreprise, des postes Windows ou des postes macOS par exemple, et on peut complètement les reconfigurer, les reconditionner en installant un Chrome OS. Et donc un poste Windows, par exemple, qui serait sur d'anciennes versions, qui ne serait plus supporté par l'éditeur, ou qui aurait trop de difficultés à démarrer parce que consommant trop de puissance, eh bien on va pouvoir effacer l'OS en place, installer l'OS Chrome et lui faire bénéficier d'une seconde vie, le faire redémarrer en quelques secondes, pouvoir le manager dans la console dont on parlait tout à l'heure, lui redonner de la sécurité. Et donc surtout, éviter de le mettre à la poubelle et de racheter un autre. Donc réutilisation d'un côté, on le voit, la chaîne logistique pour déployer plus courte, et puis côté matériel, quoi qu'il arrive, tout a été conçu pour minimiser l'impact. Oui, et puis du coup, ça répond une deuxième fois à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, est-ce qu'un Chromebook c'est un PC ? La réponse de Laurent, c'est qu'un PC peut devenir un Chromebook. Voilà. Écoutez, sur cette belle parole, ce webinaire s'achève. Merci à toutes et à tous. En tout cas, à vous trois de nous avoir éclairé ce sujet qui est à la fois passionnant, pas si complexe que ça au final. Si, peut-être sur l'aspect sécurité. Je pense que vous avez raison d'être obsédé. Ce webinaire sera disponible dans quelques heures en replay sur le site de l'usine Nouvelle. Et je vous remercie encore d'avoir répondu avec... pas forcément frugalité, contrairement avec passion, avec passion à nos réponses. Merci en tout cas. Merci.